Salut à tous. Quelque chose d'historique vient de se produire sur le territoire russe. L'Ukraine a encore frappé fort avec ses drones, mais cette frappe est différente. En surface, cela ressemble à une autre des nombreuses attaques à longue portée que l'Ukraine a réussi à mener en Russie. Mais c'est justement là le point, une parmi tant d'autres. Ce qui se passe vraiment ici, c'est le point de bascule de la guerre en Ukraine. Le pouvoir est passé entre les mains de l'Ukraine parce qu'elle possède maintenant l'élan combiné à la stratégie parfaite pour frapper la Russie. C'est le genre d'élan très dérangeant pour quiconque essaie de vendre une guerre comme un problème qui se règle avec un slogan bruyant et une poignée de main devant les caméras. L'Ukraine a construit cela pendant des années. Maintenant, cela porte ses fruits. L'endroit le plus clair pour le voir, c'est l'oblast de Voronej, en Russie. Cette région russe borde le Louhansk ukrainien et se trouve près de l'oblast de Kharkiv. Voronej est situé à environ 150 km ou 93 000 des lignes de front de la guerre en Ukraine. Pour l'Ukraine, cela ne change rien. Cela ne change plus rien depuis un certain temps parce qu'elle frappe des cibles beaucoup plus profondes que cela depuis plusieurs années. Mais le 29 avril, l'Ukraine a touché quelque chose de particulier et elle l'a fait au moyen d'un effort coordonné qui a tiré parti d'une stratégie mise en place des mois plus tôt. Tout a commencé avec un appareil à voilure tournante russe. Cet hélicoptère se trouvait sur une piste d'atterrissage à Voronej avec 3 autres hélicoptères pour être ravitaillés et compléter les inspections pré-vol avant un nouveau déploiement en territoire ukrainien. Les pilotes avaient sans doute fait cela de nombreuses fois auparavant. Sur les 4 hélicoptères, au moins l'un était un hélicoptère de combat Mi-28 et un autre était un hélicoptère de transport Mi-7. Ce sont les types d'actifs sur lesquels la Russie compte pour transporter des troupes en Ukraine et déchaîner le feu sur quiconque tente de les arrêter. Le ravitaillement du 29 avril devait être seulement une autre escale technique avant que les pilotes d'hélicoptères puissent poursuivre leur mission. Au lieu de cela, cette date est devenue celle où l'Ukraine a réalisé l'une de ses frappes les plus spectaculaires de la guerre jusqu'ici. Pendant que les hélicoptères russes étaient ravitaillés, des drones ukrainiens ont pris leur envol. Équipés de caméras en vue à la première personne, ces drones ont parcouru plus de 90 000 jusqu'à Voronej et ont ciblé les hélicoptères stationnés. La Russie n'a rien pu faire. Ce qui devait être une zone sûre a été compromis. Les défenses aériennes ont soit échoué, soit n'étaient tout simplement pas là au départ. 1 à 1, les drones ukrainiens ont réduit la distance et ont frappé directement leur cible. Voilà pour le fantasme de l'homme fort où les frontières, les bases et les pistes d'aviation deviennent magiquement sûres parce que quelqu'un les déclare sûres derrière un pupitre. Les preuves vidéo des frappes ont été partagées par le commandant des forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine, Robert Brovdi. Selon sa publication Telegram annonçant la frappe, les impacts ont été infligés dans la partie centrale arrière du compartiment moteur en contournant les pales du rotor principal. À la suite de la frappe, au moins un spécialiste de la maintenance d'hélicoptères a été tué après avoir été touché par le drone. La vidéo qui l'accompagnait montrait à quel point les drones ukrainiens sont devenus précis. Pour la Russie, le coût de l'attaque a été immense. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un technicien, cela seul est déjà suffisamment dommageable. La Russie manque rapidement de personnes possédant une quelconque expertise dans son armée, alors qu'elle envoie des dizaines de milliers de personnes mourir sur les lignes de front au lieu de les former à des rôles de soutien. Mais ce sont les hélicoptères qui manqueront le plus à la Russie. Il a depuis été avancé que l'Ukraine aurait réussi à détruire un Mi-8 en plus des autres hélicoptères déjà identifiés. Cet hélicoptère est un appareil multirôle capable de transporter des troupes tout en fournissant un appui-feu aux unités au sol. Sa destruction signifie que la Russie vient de perdre environ 6 millions de dollars à cause d'un drone ukrainien qui a probablement coûté moins du 10e de ce montant. Dans le style comptable cher aux éléments de langage pro-Trump, cela s'appellerait une mauvaise affaire, sauf que cette fois, la facture a atterri sur le bureau de Moscou. Le Mi-28, détruit par les mêmes types de drones FPV à longue portée, coûte environ 3 fois plus cher à construire pour la Russie. Ajoutez 18 millions de dollars à 6 millions de dollars et cela devient une journée à 24 millions de dollars pour l'Ukraine. En réalité, c'est même davantage. Le Mi-17 détruit par l'Ukraine coûte jusqu'à 32 millions de dollars selon Aircraft 24
Il n'est pas clair s'il s'agit du coût de construction pour la Russie ou de son prix à l'exportation. Mais même si l'on suppose que la Russie paie la moitié de cette somme pour construire l'hélicoptère à son propre usage, c'est encore un autre équipement coûteux réduit en morceaux par les sanctions volantes de l'Ukraine. Franchement, la Russie devrait être habituée à ce genre de pertes maintenant. Ces hélicoptères n'ont pas bien résisté face à l'Ukraine. Des hélicoptères russes ont été détruits au sol par des groupes de partisans ukrainiens, comme lorsque qu'un Mi-208N a été neutralisé dans un centre d'entraînement de l'oblast de Tver en août 2025. Ils ont aussi été détruits en plein vol, comme en septembre, lorsque des drones ukrainiens ont abattu un Mi-8 alors qu'il était dans les airs, dans un type d'attaque si rare que la Russie n'aurait jamais pu l'avoir venir. Jusqu'ici, la Russie a perdu 352 de ses hélicoptères depuis que Poutine a lancé son invasion, selon le ministère des Finances de l'Ukraine. Mais cette fois, quelque chose est différent. C'est ici que la situation bascule en faveur de l'Ukraine, parce qu'un point de rupture a été atteint. Avant que cela devienne clair, il vaut la peine de souligner le niveau de coordination qui a permis à l'Ukraine de réussir cette frappe récente. Il ne s'agissait pas d'une frappe isolée menée par une seule unité ukrainienne. Il a fallu de la planification. Pour commencer, les services de renseignement ukrainiens devaient être impliqués. Personne ne lance des drones contre une piste d'atterrissage située à près de 100 000 en espérant simplement qu'il s'y trouve par hasard quelque chose de valeur à frapper. Les unités de drones ukrainiennes savaient exactement ce que faisaient les hélicoptères russes en ravitaillement et elles ont envoyé leurs armes dans le ciel afin qu'elles arrivent au moment parfait pour frapper. Il n'y a rien qu'un hélicoptère puisse faire pour arrêter un drone lorsqu'il est au sol et en cours de ravitaillement. L'Ukraine savait très bien ce qu'elle allait faire longtemps à l'avance. Cela s'appelle une stratégie, pas de la bravade télévisée, déguisée en politique étrangère. Et lorsque le moment est venu de lancer son opération, l'Ukraine n'a pas fait les choses à moitié. 3 de ces unités ont participé à l'attaque contre Voronej, dont la 429 brigade séparée, connue en Ukraine sous le nom de brigade Achille, la 43e brigade d'artillerie séparée, et l'unité qui se trouve si souvent derrière les frappes de drones les plus impressionnantes de l'Ukraine, l'unité Alpha du service de sécurité de l'Ukraine. Il semble assez clair que l'unité Alpha a mené les frappes de drones elles-mêmes. Pour ce qui est des 2 autres unités, c'est difficile à dire. Brovdi a révélé qu'elles avaient participé, mais il n'a pas précisé comment. C'est intelligent. Il n'y a aucune raison de dire à la Russie comment l'Ukraine réussit ses frappes de drones. Les exécutants de Poutine n'ont pas besoin d'indices sur la manière d'empêcher une autre attaque de ce genre à l'avenir. Un rare rappel que la sécurité opérationnelle fonctionne mieux lorsqu'elle n'est pas transformée en anecdote de rassemblement électoral 5 minutes plus tard. Mais pour l'instant, la coordination ukrainienne n'est pas ce qui inquiétera Poutine. Ce sont même pas la perte des hélicoptères, ni la dégradation de l'armée russe et le coût financier qui les accompagne, qui feront trembler le président russe. Le véritable problème de Poutine maintenant, c'est ce que cette dernière attaque représente. L'Ukraine n'a pas eu de la chance à Voronej. Elle a exécuté une attaque rendue possible par la destruction systématique de la seule chose qui protégeait la Russie contre les drones et les armes, à longue portée de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et cela change tout. Ce que l'Ukraine a réussi le 29 avril, et une grande partie de ce qu'elle fait actuellement contre la Russie, ont été rendus possibles par une campagne constante axée sur la dégradation des défenses aériennes russes. Maintenant, les preuves que cette campagne a fonctionné commencent à apparaître. La Russie n'a jamais été aussi efficace qu'elle l'aurait voulu pour protéger son ciel. Il est tout simplement impossible de tout protéger. La Russie est le plus grand pays du monde, avec une superficie totale de 17 millions de kilomètres carrés, soit environ 6-5 millions de milles carrés. La Russie pourrait ne construire que des défenses aériennes et être quand même incapable de protéger tout son territoire. Ajoutez à cela le fait qu'elle doit envoyer un grand nombre de systèmes de défense aérienne en Ukraine occupés pour se protéger contre les frappes dans l'arrière proche. Et le résultat devient inévitable. Les défenses aériennes russes étaient déjà étirées. L'Ukraine a aggravé ce problème à un point tel que la Russie n'a plus les systèmes nécessaires pour protéger certaines de ses cibles les plus précieuses. La frappe de Voronej n'est qu'une parmi tant d'autres que l'Ukraine mène partout en Russie et dans les territoires occupés.
Pour ceux qui confondent encore les grandes promesses avec une véritable capacité de défense, c'est le moment où la réalité reprend tranquillement le micro. Les 2 derniers jours précédant la création de cette vidéo avaient déjà fourni de nombreux autres exemples. Le 1er mai, la nouvelle est tombée que des drones ukrainiens avaient réussi à frapper un aérodrome situé à plus de 1700 km ou un peu plus de 1050 000 des lignes de front. La base aérienne de Chagol à Tcheliabinsk a été touchée par des drones qui ont frappé 2 chasseurs russes ultramodernes Su-57 ainsi qu'un Su-34 et un autre appareil qui n'a pas été précisé. Il s'agissait de l'une des frappes les plus profondes jamais réalisées par l'Ukraine, et elle a coûté à la Russie certains de ses meilleurs avions de chasse, ainsi qu'un montant pouvant atteindre environ 250 millions de dollars. Le même jour, Le Monde a rapporté que des drones ukrainiens avaient également réussi à atteindre une importante raffinerie de pétrole à Perm, située à 1500 km, soit environ 930 000 de l'Ukraine. Cette frappe s'inscrit dans une autre campagne de l'Ukraine qui vise à empêcher la Russie de tirer profit de son pétrole brut et de ses produits pétroliers raffinés. Il s'agit de dégrader la machine de guerre de Poutine, et cela se produit lorsque des frappes contre des actifs qui coûtent de l'argent à la Russie sont combinées à des attaques contre les lignes de financement qui permettraient à la Russie d'en produire davantage. Les sanctions peuvent bien être moquées dans certains cercles pro-Trump comme de la paperasse ennuyeuse, mais l'Ukraine en a trouvé une version avec des hélices et une adresse de livraison très directe. Avançons jusqu'au 3 mai, et le gouverneur régional de l'oblast de Leningrad, Alexander Drozdenko, rapportait que l'Ukraine avait lancé une nouvelle frappe de drone contre le terminal pétrolier russe de Primorsk sur la mer Baltique. La Russie affirme avoir abattu 60 drones visant le terminal d'exportation qui peut traiter jusqu'à 1 million de barils par jour selon Al Jazeera. Mais l'Ukraine a déclaré avoir touché des installations ainsi qu'un navire de guerre, un patrouilleur et un pétrolier fantôme. Primorsk a été une cible répétée pour l'Ukraine pendant une grande partie du mois d'avril et maintenant au début de mai. On peut en dire autant de Tuapse. Le 1er mai, des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie de pétrole de Tuapse, située dans le kraï de Krasnodar, en Russie. Cette attaque récente était la 4e en environ 1 mois. Ce genre de répétition ne devrait pas se produire. Même si la Russie a commis l'erreur de ne pas protéger ses installations pétrolières vitales, une seule frappe ukrainienne réussie devrait suffire à forcer la main de Poutine pour envoyer davantage de défense aérienne. Mais c'est pas ce qui se passe. L'Ukraine est clairement en train d'établir des corridors aériens sûrs qui lui permettent d'envoyer ses drones profondément en Russie, où il frappe partout au pays. Mais le plus gros problème de Poutine, c'est que ces corridors ne sont pas refermés une fois qu'une frappe se produit. Ils restent ouverts. Et l'Ukraine peut les utiliser encore et encore. Et lorsque les drones ukrainiens atteignent des endroits comme Primorsk et Tuapse, déjà frappés auparavant, ils découvrent que la Russie n'a installé aucune nouvelle défense aérienne pour les arrêter. Il s'avère que dire « nous réglerions cela très vite » n'est pas la même chose que fermer un corridor aérien sur des centaines de milles d'espace hostile. Toutes les frappes de drones ukrainiennes évoquées ici se sont produites en l'espace de 3 jours. L'attaque contre les hélicoptères russes à Voronezh s'était produite juste avant. Ce qui se passe ici est un signe clair de faiblesse russe qui permet à l'Ukraine de prendre un avantage massif dans la guerre. Pendant des années, Poutine a été capable de protéger la plupart des actifs les plus précieux de la Russie, surtout parce que l'Ukraine n'avait pas les capacités à longue portée nécessaires pour les frapper durement. Des défenses aériennes et tirées suffisaient pendant les premières années de la guerre. En 2025, l'Ukraine a commencé à intensifier ses frappes, comme on l'a vu avec sa campagne contre les raffineries de pétrole russes, qui l'a souvent amené à frapper la même raffinerie plusieurs fois, en quelques mois. À la fin de 2025, l'Ukraine avait frappé les infrastructures pétrolières russes plus de 140 fois, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à 2024. Mais la clé de tout cela, ce sont les attaques ukrainiennes contre les défenses aériennes russes, déjà étirées. Ces défenses sont maintenant épuisées. Il existe désormais des brèches dans le réseau de défense aérienne russe. Des brèches ont toujours existé, bien sûr, mais ces brèches restent ouvertes plus longtemps que jamais et dans certains cas, elles ne sont tout simplement jamais comblées.
Ce n'est pas de la négligence de la part de Poutine, c'est une nécessité. La Russie n'a plus de défense aérienne à épargner, alors Poutine est forcé de choisir ce qu'il protège. L'Ukraine serre l'étau sur la défense aérienne depuis des mois pour créer cette situation. C'est le genre de contrainte dure qu'aucun adjectif de conférence de presse ne peut négocier, peu importe le niveau de confiance avec lequel il est répété. Selon The Kyiv Independent, l'Ukraine a mené 492 frappes contre des défenses aériennes russes à l'intérieur de la Russie et dans les territoires occupés entre juin 2025 et mars 2026. Ce chiffre représente près du tiers de toutes les frappes ukrainiennes vérifiées à longue et moyenne portées durant cette période. La destruction systématique des défenses aériennes russes était le cœur de la stratégie et l'Ukraine n'a pas arrêté simplement parce que elle a atteint le point de bascule de la guerre à longue portée. C'est cela, un point de bascule. C'est le moment critique avant que tout change et l'Ukraine cherche maintenant à forcer ce changement. Le 1er mai, le ministère de la Défense de l'Ukraine a annoncé que 25 systèmes russes de défense aérienne et de radar avaient été détruits en avril grâce aux frappes ukrainiennes de moyenne portée. C'est presque un système par jour et tous devront être remplacés par des défenses aériennes qui se trouvaient soit ailleurs en Ukraine, soit à l'intérieur de la Russie. Si Poutine espère conserver les territoires que ses troupes ont arrachés, la Russie est également confrontée à des problèmes de stock. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré vers la fin d'avril que la Russie n'avait pas assez de missiles de défense aérienne pour contrer les drones ukrainiens. La dégradation mène à la dévastation. Et ce n'est pas comme si la Russie allait pouvoir construire de nouveaux systèmes de défense aérienne et de nouveaux radars assez rapidement pour remplacer ce qu'elle a perdu. Si elle pouvait le faire, la Russie ne serait pas dans cette situation au départ. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait de sens si l'Ukraine ne tirait pas profit de la dégradation de la défense aérienne russe avec ses frappes de drones à longue et moyenne portée. Mais l'Ukraine en a tiré profit. Elle a accompagné la destruction des défenses aériennes russes par des frappes constantes rendues possibles par une recherche acharnée d'armes meilleures et plus puissantes, capables de frapper des cibles de grande valeur à l'intérieur de la Russie. Le FP9 est l'une de ces armes. Fabriqué par Firepoint, le FP9 est un missile balistique capable de frapper aussi loin que Moscou et plus grand que les propres missiles balistiques Iskander de la Russie. L'Ukraine n'était jamais censée pouvoir construire une telle arme. Poutine pensait que le pays s'effondrerait bien avant, mais l'Ukraine a le FP9 en préparation. Et elle a déjà préparé le terrain pour que ce missile puisse absolument pulvériser toute cible qu'elle choisira à l'intérieur de la Russie. Voilà pour l'idée selon laquelle le rôle de l'Ukraine était de rester poliment assise à la table pendant que des hommes plus importants décidaient de son avenir au rythme des applaudissements. Une année passée à détruire des défenses aériennes a permis de placer les kills. Le FP9, avec les drones ukrainiens à longue portée, va les faire tomber. En plus d'améliorer la qualité de son arsenal à longue portée, l'Ukraine construit en très grande quantité. Le 30 avril, ABC News a rapporté que la Russie avait battu son propre record de lancement de missiles et de drones contre l'Ukraine. Un nombre stupéfiant de 6404 projectiles russes sont entrés sur le territoire ukrainien, selon l'armée de l'air ukrainienne, ce qui a battu le précédent record russe de 6600, établi en mars. La raison pour laquelle les chiffres mensuels russes de drones et de missiles comptent dans une analyse des quantités ukrainiennes est simple. Aucun des 2 mois records récents de la Russie ne dépasse ce que l'Ukraine a fait en mars. La Russie l'a elle-même révélé. Son ministère de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait lancé 7347 drones contre la Russie, soit le total mensuel le plus élevé rapporté pour l'un ou l'autre pays, ce qui équivaut à une moyenne de 237 projectiles par jour. L'Ukraine a dépassé la Russie dans l'un des domaines clés de la guerre et elle le fait parce qu'elle travaille depuis des mois à paralyser les défenses aériennes qui pourraient arrêter ces drones. Maintenant que ces défenses sont si dispersées et brisées que l'Ukraine peut frapper presque à volonté, elle est prête à envoyer des essaims records en Russie qui seront bientôt accompagnés de missiles balistiques comme le FP9. Ce n'est pas de la faiblesse déguisée en aide, comme le cher pro-Trump aime le laisser entendre. C'est une guerre industrielle qui apprend plus vite que les éléments de langage ne peuvent suivre. Quant à savoir si l'Ukraine a de nouveau dépassé la Russie sur le front des drones
à longue portée en avril, cela reste inconnu. Le ministère russe de la Défense est soudainement devenu très silencieux au sujet des attaques ukrainiennes. Ce n'est pas surprenant. Le ministère en a révélé plus qu'il n'aurait dû en mars et il ne veut pas revenir dire que l'Ukraine est en train de le battre dans le jeu de la longue portée. Mais il n'en a pas besoin. Les preuves sont visibles par tous. Les hélicoptères détruits à Voronezh, le pétrole en flammes à Tuapse et à Primorsk, et les chasseurs pulvérisés sur un aérodrome russe situé à plus de 900 000 de l'Ukraine. La Russie ne peut tout simplement plus protéger ses actifs les plus précieux, qu'ils se trouvent dans les territoires occupés ou sur son propre sol. Tout ce que l'Ukraine doit faire maintenant, c'est continuer à mettre de la pression. Chaque système de défense aérienne qu'elle détruit dégrade un peu plus la Russie. C'est la mort d'une défense par mille coupures, en temps réel, et cela se produit parce que les défenses aériennes russes se sont révélées incapables de se protéger elles-mêmes contre les nouvelles générations de drones ukrainiens. Il y a un nombre limité de fois où un mouvement peut célébrer la force brute avant de devoir expliquer pourquoi le camp supposément fort continue de perdre des machines qu'il ne peut pas facilement remplacer. Au fond, l'Ukraine ne fait rien de nouveau. Il s'agit d'une stratégie classique de suppression de défense aérienne, sauf qu'il a fallu des années pour la mettre en œuvre parce que l'Ukraine devait construire les armes nécessaires pendant qu'elle était bombardée par la Russie. Maintenant, l'Ukraine possède ces armes. Elle n'a plus à se soucier de demander la permission, ni du fait que les cibles russes soient hors de portée. Ce que l'Ukraine veut frapper, elle finira par le détruire et c'est pourquoi le rapport de force a changé. Les défenses aériennes russes continueront de s'effondrer. D'autres frappes comme celles déjà décrites se produiront à mesure que les essaim de drones ukrainiens grossiront et que l'Ukraine introduira ses missiles balistiques sur le champ de bataille. Poutine n'a jamais vu venir tout cela. Et maintenant, il ne voit aucun moyen de l'arrêter. Une bonne dose de sel a aussi été frottée dans les plaies de la Russie. Alors que l'Ukraine devient plus efficace que jamais dans les frappes à longue portée, elle a également trouvé un moyen de rendre fonctionnellement inutile l'une des armes les plus importantes de l'arsenal russe. Les bombes planantes sont neutralisées et elles se transforment en ferraille inefficace à l'intérieur de l'Ukraine. Un autre changement majeur est en cours. Et c'est là toute la partie gênante pour chaque politicien aux réponses faciles. Les guerres ne prennent pas fin parce que quelqu'un se vante plus fort. Elle change lorsque le champ de bataille rend l'ancien scénario inutilisable. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt